OK, ben on va commencer notre épisode du jeudi. Quelle date qu'on est? Le 7 octobre. Jeudi 7 octobre. Bienvenue à tout le monde au jeudi de la photographie. Bonjour Daniel, salut Gaëtan, ça va bien? Salut, ça va toi? Ouais, ça va bien, ça va bien. L'automne arrive tranquillement, hein? Ah ouais, les couleurs, ça commence à être pas pire ici, là. Bon, c'est le temps d'aller faire de la photographie d'automne. Euh, Exceptionnellement en couleur. Ouais, cette fois-ci, on utilise la couleur. Là, je vais juste commencer, comme d'habitude, au début de chaque émission, là, ce que je dis. Fait que les jeudis de la photographie, c'est diffusé chaque premier jeudi du mois. Ça dure 1 heure. Puis c'est diffusé théoriquement en direct de notre page Facebook des jeudis de la photographie. Fait qu'hésitez pas à partager avec vos amis. Puis l'épisode aussi est enregistré, puis il sera diffusé là, un peu plus tard sur YouTube, là, si vous voulez retourner ou si vous avez manqué l'épisode, il n'y aura pas de problème. Vos micros sont éteints. Si vous avez des questions, je vais vous demander de les écrire dans le chat, puis Gaëtan va s'occuper là, de relayer les questions là, aux gens concernés selon les questions. Puis vous pouvez regarder aussi sur le chat, il va sûrement avoir des informations là, complémentaires au cours de l'émission. Fait que, messieurs Daniel, messieurs Gaëtan, ça va bien? Avec qui qu'on commence ce soir? Daniel, tu as quelque chose à dire? Oui, très bien pour ma part. Je pense qu'on a un Ouais, un petit problème avec Daniel ce soir. Je pense qu'il y a des problèmes de connexion. problème de connexion un peu, ça. Ouais, OK. Bon, on va y aller avec Gaëtan. Bon, ben oui, avec moi. Alors, bonsoir tout le monde. Écoutez, Oui. ce soir, deux petits trucs vite, vite. Premièrement, je vous invite à aller voir l'exposition de Youssouf Karch au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Je ne sais pas si c'est déjà fait. Je pense que Guy s'est déjà fait. Je n'y suis pas allé encore, mais j'ai très hâte de voir ça. Ces magnifiques photos-là de Karch. Je crois que ça va valoir le détour, pas rien qu'à peu près. Et un peu dans la continuité de notre dernier épisode et de l'épisode de ce soir, au niveau de la photographie de rue, je voulais, un peu comme à l'habitude, vous présenter des photographes qui sont un peu moins connus. Et pour ce soir, j'ai décidé de vous présenter un photographe de rue américain. Son nom, c'est Joe Greer. C'est un photographe qui est né au Michigan, mais où son corpus photographique de photographie de rue s'est fait principalement à New York. Il y a habité à New York jusqu'à la situation de la COVID, justement. À cause de cet événement-là, il a décidé de quitter New York. Il est maintenant établi au Tennessee. Mais vraiment, c'est un jeune que je crois personnellement, il y a un avenir magnifique devant lui en street photo. Un petit peu aux allures de Joel Meyerowitz, là, qui était aussi un photographe de rue américain très populaire. Un peu dans le même style, mais Joe Greer a quand même aussi son propre style à lui. Euh, on peut trouver des vidéos de lui sur YouTube où on le voit travailler dans la rue et c'est assez incroyable à la vitesse qu'il travaille. Il manque pas un instant, il est très rapide dans ses prises de photos. Vraiment, c'est même beau de le voir aller là, en tant que tel lorsqu'il fait de la street photo. Donc, Joe Greer, vraiment photographe, là, si vous voulez avoir plus d'informations, allez voir là, en ligne. Malgré que son nom c'est Joe, son site web, comme vous pouvez voir, c'est IOE. Donc, IOE.photography vous amènera directement sur son site web. Et si vous faites des recherches sur lui sur YouTube, il y a plusieurs vidéos YouTube sur lui. Notamment, il est une espèce d'ambassadeur Leica. Donc, il shoot beaucoup avec Leica et sur pellicule, évidemment. Donc, je vous invite à le découvrir un peu plus.
Tu m'as intrigué avec ton. C'est une espèce d'ambassadeur, Leica. Ah, mais je crois qu'il n'est pas officiellement un ambassadeur Leica, mais Leica le souligne quand même sur leur site Internet. Là, mais OK. je ne crois pas que ce soit un ambassadeur en tant que tel. Ah, OK, OK. Non, mais il fait vraiment des bonnes photos. Là. Oui, oui, il est Ce vraiment jeune excellent. homme. Ouais. Ouais. Daniel, Ben, à es-tu revenu? découvrir, oui, à découvrir parce que c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, Mm. absolument pas du tout. Ben moi, je vous reviens encore avec mon éternel, bon, j'arrive avec soit un livre ou soit une revue. Ciel variable 118 vient tout juste de sortir. Et c'est un sujet le thème m'intéresse énormément parce qu'on parle d'exposer la photographie. Avec tout ce qu'on a vécu dans les derniers mois ou dans les dernières années, des expositions qui étaient beaucoup moins présentes, mais avec aussi la réalité du numérique, puis la réalité de la quantité d'images incroyables qu'on peut avoir sur nos ordinateurs, sur nos disques durs. Les images ne deviennent pas toujours des éléments concrets, des éléments palpables qu'on peut prendre avec nos mains, qu'on peut regarder. Puis c'est un peu aussi autour de ce thème-là que Ciel variable vient faire le tour. Il donne la parole à Marie-Josée Rousseau de la galerie La Castiglione qui nous amène un propos des plus intéressants sur la réalité de la photographie en tant qu'objet concret. Et puis, je vous invite réellement à le lire. Je ne sais pas si vous êtes abonné à la revue à Ciel variable comme telle. Bon, disponible en kiosque, oui, aucun problème, mais je vous encourage à vous abonner. C'est rare qu'on est capable d'avoir une revue comme ça, de cette qualité-là au Québec. Donc, puis c'est quelque chose que je pense dont on doit prendre soin, nous, au niveau de la communauté photographique. Ouais, Donc, allez jeter un œil. Il y a quelque chose d'intéressant qui se passe en ce sens-là. Puis, c'est ça. Je voudrais vous en dire plus, mais c'est vraiment intéressant de voir dans le contexte dans lequel on est quand on parle de la photographie qui va venir s'exposer. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant aussi dans ce magazine-là. Quand on parle d'une photographie qui est, excusez-moi un instant, je me cherche un tout petit peu, mais écran total, une partie un travail fait par Pénélope Umbrico qui utilise différents écrans, puis qu'elle va refotographier pour composer, pour créer de nouvelles images. Dans une époque où effectivement toutes les images se retrouvent sur écran, elle vient utiliser ça, puis elle vient mettre ça de l'avant. C'est hyper génial, c'est super intelligent, c'est un travail d'exception, je considère. Alors voilà, pour Ciel variable, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce mois-ci. Excellent, merci beaucoup. Je vais te laisser continuer, Daniel, pour que tu puisses présenter le sujet de ce soir parce que j'ai un peu de difficulté à moi-même à le présenter. Oui, mais c'est difficile, François, de présenter un sujet quand le sujet est un invité particulier. Puis quand cet invité-là, c'est celui qui est aussi à la technique, donc François Nadeau, le photographe. Et ça fait suite un peu à ce qu'on s'était... Oh! Bon, on a des problèmes. Daniel a gelé. T'as dit le mois de... Il est là. Ah, il n'est plus là. Gaétan, tu veux prendre la relève? Je pense que ce ne sera pas notre mois. On va avoir du plaisir un peu ce mois-ci. On a le droit de se planter. OK, vas-y, Daniel. On t'a gelé. On s'excuse, ce ne sera probablement pas notre meilleur mois. Donc, et pourtant, notre invité a vraiment beaucoup d'allure, c'est François Nadeau. Parce que le mois dernier, on parlait beaucoup de photographie de rue. On avait des invités de marque. J'ai eu le plaisir de partager un peu la scène avec Ivano Demers et puis Jean-François Leblanc. Puis tout ça nous amenait à une autre réalité de la photographie de rue, ou de la photographie de l'espace public, qui est la réalité en Chine. François est débarqué en Chine il y a déjà plusieurs années. Il est revenu l'année dernière, il y a un an et presque un an et demi maintenant, au Québec. C'est là que les jeudis de la photographie ont débuté parce qu'on se disait on va essayer de faire quelque chose. Il a été pris avec nous pendant une période de 13 mois et il est de retour maintenant en Chine. Alors, on s'est dit ce serait intéressant
de faire un suivi un peu sur qu'est-ce que c'est que la photographie de l'espace public du côté de l'Empire du Milieu, donc de la Chine. Alors, François, tu es notre invité. Merci beaucoup. Merci C'est d'être comme là. invité dans mon salon. Là, Oui, un peu quand même un peu invité dans ton salon, mais on te connaît comme animateur, on te connaît aussi comme photographe pour la plupart des gens autour. Mais on avait envie que tu ailles un petit peu plus loin dans cette réalité-là de la photographie en Chine. Puis c'est un choix très important que tu as fait il y a quelques années de te dire, bon, ben, OK, moi, ce que je veux, là, c'est de mettre de l'avant ma photographie en Chine, c'est mettre de l'avant ma carrière photographique en Chine. J'aimerais que tu nous parles un peu des premières années puis de ce qui t'a motivé dans ce choix-là. Oui, ben en fait, tu vois, moi, j'ai commencé la photographie assez jeune. Quand j'étais très jeune, en fait, là, vers 10 ans, là, j'avais une chambre noire quand j'étais un adolescent. J'étais tout le temps membre des clubs photo, tout ça. Mais moi, j'ai fait une carrière plus comme compositeur de musique pour la télévision. Ça a été ma carrière principale là, pendant de nombreuses années. Puis ce qui m'a amené en Chine, puis ce qui a fait que j'ai fait mon changement en photographie, c'était en 2012. Puis j'aime bien raconter l'histoire parce que ça peut montrer à des gens qu'une fois dans ta carrière, tu peux avoir un changement que tu ne t'attendais pas. Tu sais. Puis moi, j'étais bien heureux en 2012. Là, je travaillais dans mon domaine en musique puis tout. Puis, mais je suivais toujours ce qui se faisait en photographie. Puis j'ai vu une annonce qui était, puis ça va peut-être vous étonner, sur le site. Pardon? Oui, j'ai entendu une voix. J'étais sur le site que vous vous rappelez peut-être qui s'appelait Le Mois de la photographie à Montréal, qui est devenu les biennales, mais dans ce temps-là, ça s'appelait Le Mois de la photographie à Montréal. Et il y a eu une annonce qui a été postée là, qui disait recherche photographe pour un projet à Beijing. Tu sais. OK. Fait que moi, j'ai vu l'annonce, j'ai envoyé mon CV là-bas, puis j'ai complètement oublié ça. Puis 2 mois après, j'ai reçu un email un matin à 5 heures du matin qui me disait bonjour, vous avez été sélectionné pour venir à Beijing pour participer à un événement. Tu sais. Au début, je croyais que c'était un hoax, hein, parce que comme. Non, mais tu sais, moi, il y a beaucoup de Madame Russe qui aimeraient ça me marier. Là, tu sais, je reçois beaucoup de emails de Madame Russe qui veulent me marier. Fait que je leur réponds tous personnellement que je suis pris. Tu sais. Mais là, je ne croyais pas trop. Fait que je me suis informé, puis effectivement, c'était vraiment un événement, puis j'avais été sélectionné. Puis donc, tu sais, j'ai envoyé mon passeport, toutes mes informations. Puis 2 mois après, je me retrouve à Beijing avec des photographes comme Joe McNally puis Trey Ratcliffe pour photographier la ville de Beijing. Je vais pouvoir vous montrer un peu là, des photos, des genres de photos qu'ils demandaient. Et après ça, ben, l'autre année suivante, ils m'ont réinvité, puis ils m'ont réinvité 5 fois, comme les 5 années subséquentes, là, après 2013, 2014, 2015, puis tout ça. Et entre 2013 et 2017, je suis retourné, j'ai calculé 12 fois en Chine pour différents projets auxquels j'ai été invité. Puis un autre projet important que j'ai été invité, c'était Photo Beijing 2017, où est-ce qu'ils ont fait une exposition, il y avait des expositions de plusieurs photographes, mais ils m'ont invité à faire une grosse exposition de mes photos. Fait que c'est assez intéressant. Fait que mes 12 voyages entre 2013 et 2017, ça a tous été des voyages payés, où j'ai été invité là-bas et tout. Puis comme j'étais là-bas, puis je faisais des contacts, puis je voyais qu'il y avait des opportunités, puis surtout que j'aimais beaucoup la Chine. Je suis en train de découvrir la Chine, les gens, la langue, la culture, tout le truc. Ben, en 2017, j'ai carrément décidé de tout vendre ce que j'avais à Montréal, puis de déménager là-bas. Fait qu'en 2018, en août 2018, je suis parti avec mes 2 valises, une valise de caméra, une valise de linge, puis j'ai décidé d'aller vivre en Chine. Ouais. Est-ce qu'on peut dire, François, que tu es tombé en amour avec le peuple chinois? Ouais, moi, je suis tombé en amour avec le pays. Là, tout de suite, j'aimerais dire que je suis un peu bipolaire quand je suis ici. Là. Évidemment, tout ce qui est politique me tombe ses nerfs, m'énerve, me stresse un peu. Je ne vous le cacherai pas. J'aime aussi bien pas en parler. Tu sais. D'ailleurs, ici, les gens en parlent tout simplement pas. Tu sais. Mais tout le reste,
les gens, la vie de tous les jours, j'adore ça. Moi, présentement, j'habite pas dans la ville de Beijing, j'habite comme en banlieue, là, genre le Brossard de Beijing, là, si on peut dire. Ou le Laval, là. Même, Ouais. prenez ça comme vous voulez, mais moi, je suis le seul étranger ici, dans le petit village où est-ce que je suis. Tu sais. Il y a... Ouais. Tu sais, François, c'est un peu pour ça que je nommais, je disais que tu étais tombé amoureux du peuple chinois et non de la Chine. Puis je suis tombé amoureux d'une Chinoise aussi, il faut le dire. Oui, ça, c'est autre chose. Mais on sait que c'est surtout du peuple chinois, de toute cette culture-là derrière, qui n'a rien à voir avec la politique chinoise. C'est de ce monde-là dont tu es tombé amoureux. Oui, mais oui, puis ce que je pourrais dire aussi, c'est qu'il y a une énorme différence entre l'image qu'on se fait à l'extérieur de la Chine, puis quand tu es dans la Chine, puis quand tu vis avec les gens tous les jours. Tu sais. Quand je suis retourné au Québec l'année dernière encore, je lisais les médias, puis tout ça, puis c'est une réalité déformée qu'on décrit de ce qui se passe ici, moi, je trouve. Tu sais. La vie de tous les jours ici, je veux dire, les gens sont extrêmement gentils, tu sais, je veux dire, c'est très différent, mais moi, je n'ai jamais ressenti d'agressivité ou. C'est un monde totalement différent de ce qu'on vit, là, c'est sûr. Tu sais. Ouais. La grosse différence, je te dirais, Daniel, là, rapidement, c'est qu'au Québec, c'est très individualiste, puis ici, c'est communautaire. Tu sais. Et c'est quoi la réalité, justement, de la photographie de l'espace public en Chine, qui est différente de celle du Québec pour ce que tu nous as déjà nommé dans le cours de la dernière émission où on parlait davantage des difficultés qu'on peut avoir à photographier les gens dans l'espace public, les réticences, les aspects légaux. Puis tu nous avais dit, puis c'est un peu de là qu'est née l'idée que tu nous en parles dans cette émission-là. Tu nous avais dit, la réalité en Chine n'est pas la même. Les gens ne réagissent pas de la même façon que les gens peuvent réagir en Occident ou en Amérique du Nord. Alors, quelle est cette différence-là? Puis comment ça se passe? D'abord, je vais parler un peu de l'aspect légal ici en Chine. Okay? En Chine, c'est pas mal similaire à plusieurs pays du monde. Tu peux photographier ce que tu veux dans la rue. Okay? C'est tout à fait légal de te promener avec un appareil photo puis de photographier. Puis c'est un peu la même chose, c'est que si tu veux prendre le portrait de quelqu'un puis peut-être le publier dans un magazine ou dans quelque chose, il faut que tu aies un consentement. Tu sais. Il faut que tu aies un consentement écrit ou verbal ou quelque chose comme ça. La seule peut-être différence ici par rapport à Montréal, c'est que tu n'es pas supposé tu ne photographies pas des policiers ou des militaires. Puis il faut juste que tu t'informes aussi dans certains endroits que tu n'as pas le droit de photographier. Tu sais, tu peux photographier sa place Tiananmen, mais à côté de la place Tiananmen, il y a le palais présidentiel. Puis il y a une section où tu n'as pas le droit de photographier, où ils ne veulent pas que tu photographies. Tu sais. Moi, je vais te donner un exemple. Il y a un pont que tu te promènes, que tu traverses par-dessus un petit lac, puis tu peux voir d'un côté où est-ce que le président est supposé d'habiter. Moi, je ne le savais pas. Hein. Je ne savais pas vraiment que tu n'avais pas le droit de photographier, mais j'ai sorti ma caméra pour commencer à prendre des photos. Puis ça a pris 2 minutes. Il y a une vanne qui est arrivée avec 3 gars qui sont sortis, puis ils m'ont dit tu sais, décalisse, là, tu sais, en bon chinois. Là, Pour avoir une traduction? ils m'ont dit non, non, tu n'as pas le droit, puis va-t'en par là, puis c'est correct. Là. Ils n'ont pas été méchants, mais ça a été super rapide. Là, tu sais. Fait qu'il y a juste certains endroits que tu n'es pas supposé de photographier. Mais la grosse différence que je peux te dire quand tu te promènes tous les jours et que tu photographies les gens, c'est qu'il n'y a aucun problème. Tu sais. Il n'y a vraiment aucun problème de photographier les gens. La plupart des gens, ou ils s'en foutent, ou ils sourient, puis ils acceptent de prendre la photo. Et ça, François, indépendamment du fait que tu sois un étranger dans le pays? Bien, moi, je pense que le fait d'être un étranger, ça aide parce que la plupart du temps, ils pensent que je suis un touriste. Ouais, c'est ça l'affaire. Ouais, parce que moi, j'ai eu une discussion avec un photographe chinois, puis il dit, moi, j'ai de la difficulté à photographier parce que le monde pense que je suis un freak, là, un maniaque qui prend des photos. Là, tu sais. OK.
Mais Alors que toi, tu passes j'ai un parlé peu avec pour... un autre photographe de rue, puis lui, un autre photographe de rue chinois, puis lui, il me dit non, non, moi, j'ai pas de problème. Vraiment, le monde s'en fout un peu. Là, puis, mais une grosse différence, moi, je te dirais, c'est par rapport au comme photographier les enfants. Ça, c'est la différence majeure. C'est sûr qu'à Montréal, je ne photographierais pas des enfants. Là, ici, tu photographies les enfants, les parents te remercient. Ouais, alors qu'ici, ils ont plutôt tendance à faire le 911. Oui, exactement. Moi, quand je vois des enfants et j'arrive pour les photographier, c'est sûr, si le parent est là, je demande, peux-tu prendre la photo? Puis la plupart du temps, ils sont ah, ouais, ouais, puis ils ont le gros smile, puis ils te le montrent, puis sont contents, puis sont fiers. Puis, je veux dire, moi, là, c'est extrêmement rare, je me suis fait refuser une photo ici par quelqu'un. Quand quelqu'un me dit, je ne veux pas me faire photographier, quand c'est arrivé, c'est parce que, comme la vieille dame me disait, c'est parce que je ne suis pas belle. Oui. Tu comprends? Puis, mais souvent, tu sais, ils trouvent ça drôle, ils rient. Hier, j'étais dans un village, justement, puis je photographiais les gens, puis ils se laissaient faire, puis il n'y avait pas de problème. Puis, mais c'est certain que le fait d'être un étranger, ça aide. Là. Puis être aussi une femme, moi, j'ai des amis photographes féminines, là, évidemment, ici, là, qui travaillent. Puis les autres, ils ont encore plus de facilité de pouvoir faire des photos de rue. Là, c'est moins. Selon toi, François, qu'est-ce qui fait la distinction, la différence au niveau de la mentalité? Parce C'est que c'est assez culturel. important. On sait qu'en Occident, c'est devenu beaucoup plus difficile de faire des photographies de l'espace public. On en parlait au dernier épisode. Tu ne vis absolument pas ça en Chine, puis à moins que je me trompe, je pense que ce n'est pas ce qui est vécu non plus dans plusieurs pays asiatiques. Ben, tu le sais, puis tu l'enseignes probablement dans tes cours de photo de rue. Il y a un côté culturel là-dedans. Puis l'autre chose ici, quand tu habites en Chine, là, tu sais que dès que tu mets les pieds dans la rue, tu vas être filmé par à peu près 20 caméras à chaque fois. Là, ici, il y a des caméras Big partout. Brother est bien présent là-bas. Là, pas juste ça. Puis il faut comprendre un peu. Il faut comprendre ici un peu la mentalité. Il y a des caméras, mais la plupart des gens, ça ne les dérange pas, les caméras, parce que pour eux, ça rehausse le niveau de sécurité. Tu comprends? Ouais. Ils se sentent en sécurité avec ça. Puis c'est OK quelque part. Moi, quand tu es à Beijing, là, dans un café, c'est très normal que tu vas voir quelqu'un qui travaille puis qui va partir pendant 15-20 minutes à aller prendre son lunch puis qui va laisser son ordinateur sur la table. Oui. Ah Parce ouais. qu'il sait qu'il ne se fera pas voler parce qu'il y a des caméras partout. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu, certains d'entre vous, peut-être sur ma page Facebook, ma copine qui achète une boisson gazeuse avec la reconnaissance faciale dans le métro. Mais pour elle, c'est normal. Elle arrive devant une machine pour acheter une boisson gazeuse, puis elle pèse un bouton, puis c'est la reconnaissance faciale, puis ça va dans son paiement automatique sur son téléphone. Puis pour elle, c'est normal là, de payer comme ça avec la reconnaissance faciale ou quand tu vas dans des hôtels. Moi, j'ai été dans des hôtels, puis quand tu vas à la réception, ils prennent ta photo, puis tu arrives à la porte de la chambre, puis c'est la reconnaissance faciale, puis pouf, ta porte, elle ouvre tout de suite. Là, Alors, c'est tout ça, François, qui fait, selon toi, que les gens sont beaucoup plus à l'aise je pense qu'ils à sont être plus à l'aise de se faire photographier. filmer Ouais. au quotidien. C'est quelque chose que tu as fait beaucoup, je pense, depuis que tu es en Chine ou dans tes différents voyages, mais aussi au cours des derniers mois, parce que là, tu es de retour en Chine depuis quelques mois quand même. Ouais, depuis le mois de juin, oui. Oui, après 13 mois avec nous ici au Québec, ouais. par obligation compte tenu du confinement. Ouais. Alors, présentement, si je ne me trompe pas, il est 7h25 du matin pour toi. Oui, le vendredi matin. Et 19h25 pour nous, ici, à Montréal ou au Québec. Alors, est-ce qu'on peut te proposer un toast? Ah ouais, allez donc. Yeah! Mon petit café ici. Avec mon café. Alors, nous, on n'est plus au café, mais bon, on va revenir au café dans quelques heures, bien sûr. Je voudrais commencer à partager des photos puis vous expliquer. J'allais te le demander, François, un peu ton travail, parce que tu dis que tu fais des photographies
En Chine, présentement, les gens les ont pas vus. Ce serait le fun d'avoir les pièces à conviction. Okay. Bien, la première photo que je vais partager avec vous, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas ma photo préférée. Comme vous voyez, c'est une photo un peu saturée, là, puis un petit peu traitée, mais c'est une photo qui m'a ouvert beaucoup de portes en Chine parce qu'il y a eu un concours à un moment donné, il y a quelques années, puis j'ai présenté cette photo-là c'est un concours de photographie et cette photo-là m'a permis de gagner le premier prix. Tu sais. Puis ce que ça a fait, c'est que ça m'a ouvert beaucoup de portes ensuite en Chine pour différents contrats. Fait que, c'est une photo là, qui est quasiment par défaut là, dans mon portfolio là, que je dois mettre. Là. Quand j'ai été les premières années pour le gouvernement chinois, tu vois, ça, c'est un peu le genre là, de photos que je devais faire pour la ville de Beijing. Quand je parle du gouvernement chinois, ici, je parle de la ville de Beijing. Là, tout ce qui est gouvernement, c'est tout ce qui est province. Quand on parle du gouvernement, c'est tout ce qui est province. Comme Beijing, c'est une province, puis c'est une ville aussi. Puis tout ce qui est en haut, jusqu'à Mao, c'est tout ce qu'on appelle le gouvernement. Tu sais. Fait que ça, c'est un peu le genre de photo là, que je faisais. La photo qui est à votre gauche, là, qui est le temple de Confucius, bien, cette photo-là est à l'aéroport de Beijing en ce moment. Ils l'ont imprimée, ils l'ont mis en gros là, quand tu arrives dans l'aéroport. Fait que c'est quelque chose de le fun là, quand tu arrives, puis dans le terminal numéro 3, là, si jamais vous y allez. Je vais continuer. Attends un petit peu, si vous permettez 2 secondes, je vais juste arrêter ma. Supposé d'être full mode plein d'écran. En tout cas, ça a fait comme 2 pages. Fait que toutes ces photos-là, c'est ça, c'est des photos que j'ai faites là, puis qui ont été reprises, là, qui ont été prises, vu qu'ils m'ont invité là-bas puis qu'ils ont payé mon voyage, bien, c'est un peu des photos que je leur laisse libres de droit, fait qu'ils peuvent utiliser dans leurs publications. Puis tout ça, c'est l'échange là, que j'ai eu là, en allant photographier là-bas. Mais moi, je peux les utiliser personnellement pour mes fins personnelles. Mais eux autres, ils ont le droit de les utiliser pour leur commerce. Là, on peut considérer que ça a été un peu ton passeport ou ta porte d'entrée pour la Chine, François? Oui, puis ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'eux autres sont aucunement intéressés par mes photos de rue. Ça ne les intéresse pas du tout. Ce qu'ils veulent, eux autres, c'est les belles photos qu'ils peuvent présenter. Ces photos-là ont été prises aussi par le consulat chinois à Montréal. Ils ont fait quelques expositions, puis ils les ont utilisées là, pour quand il y avait des présentations ou des trucs comme ça. Là, ouais, eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment genre de la travel photography. Là, ouais, vous venez en Chine, voici les paysages qui vous attendent. Oui, puis là, si je peux me permettre, je vais essayer de faire une courte parenthèse historique sur la photographie en Chine, puis comment la photo. Tu sais, en Europe puis aux États-Unis, la photographie est arrivée beaucoup. Tu sais, comme en France, on le sait, là, la photographie de rue est très forte, là, tu sais, avec les Henri Cartier-Bresson et tout ça. La photographie de rue en Chine, ce n'est pas l'activité photographique la plus populaire, mettons. Ils sont très, très forts sur le landscape, puis les monuments, puis les trucs comme ça. Il y a beaucoup de photographes en Chine, hein, je vous le dis. C'est une approche plus picturale? C'est une approche beaucoup plus picturale de par la culture. Ils aiment beaucoup les beaux paysages, puis dans la peinture, tout ça. Puis les premiers photographes chinois ont fait beaucoup de paysages, là, à part les photographes à Shanghai qui faisaient beaucoup de portraits aussi, là, mais portraits studio, on s'entend. Mais la photographie de rue n'a jamais été très, très forte ou omniprésente ici, à part dans les dernières années. Qu'est-ce que je m'en ai dit quelque chose? Hein? Ah oui, mais la communauté photographique ici est énorme, hein, je vous le dis. Moi, j'ai été au China Photo Association. C'est un building qui est gros comme le Centre Eaton. Il publie un journal 2 fois par semaine, juste vous le dire. Là. C'est à voir. Okay. C'est énorme. Là, puis il organise des événements photographiques tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je suis invité régulièrement des fois à des événements. Là, avant la COVID, j'étais invité presque une fois par mois dans des événements dans différentes villes ou villages en Chine là, par la China Photo Association. Là, ils ont un budget illimité. Ils ont un budget illimité payé par le gouvernement. Ils peuvent faire pratiquement ce qu'ils veulent. Là,
fait que ça, c'est des photos que j'ai faites dans le cadre de mon projet, mais évidemment qui n'ont pas pris, hein, parce que ça montre un peu, tu vois, comme vous voyez à votre gauche, ça, c'est l'Opéra de Beijing, là, le Centre culturel national, là, où est-ce que la place des arts de Beijing, là, si on peut dire. Et cette journée-là, quand j'ai pris la photo, il était en train de nettoyer. Fait que moi, je trouvais ça drôle de voir les personnes en avant-plan ici qui sont en train de nettoyer le bassin d'eau en avant, puis qui ont de l'air un peu comme des agriculteurs, tu sais. C'est des gens sur la toiture? Oui, il y a des gens sur la toiture, ils sont en train de nettoyer. Eux autres, là, quand ils nettoient, là, on nettoie. Il n'y a pas de. OK. C'est extrêmement propre. Ils sont très fiers de leur monument, évidemment. Puis le Centre national, c'est à côté de la place Tiananmen. C'est un des monuments importants. Ils appellent ça l'œuf aussi. C'est un autre terme qu'ils appellent. Écoute, c'est toujours propre, astiqué, comme un sous-neuf. Il n'y a pas un mégot de cigarette là, qui traîne là, dans ce coin-là. C'est comme les métros. Les métros de Beijing sont extrêmement propres, là. C'est incroyable. Moi, quand je suis revenu à Montréal, je me suis promené dans les métros de Montréal, j'avais un petit peu honte, là, je vous le dis. Là. Là-bas, là, tu peux manger par terre. Là. Il y a tout le temps quelqu'un qui est en train de frotter quelque part dans un coin. La photo de droite, moi, je disais, on ne photographie pas de policiers, mais j'en photographie des fois. Puis cette photo-là, je l'aime bien. Là, j'ai vraiment pris les policiers sur le fait. Là, pendant que j'embarquais dans un bateau, je me suis retourné, puis j'ai pris la photo, puis je me suis sauvé dans le fond du bateau. Là, c'est quand même drôle de voir le policier avec ses souliers de course dans les pieds. Oui, ben, ça, c'est ça. Des fois, tu vois des trucs comme ça là, qui sont rigolos. Là. Ah. C'est. Il fait de l'attitude, en tout cas. Ouais. Est-ce que tu sentais à ce moment-là, quand tu photographiais les policiers, est-ce que tu considérais. Oh. Oh, il a coupé. Est-ce que tu considérais que ta vie était en danger? C'était réellement intimidant? Non, je ne me considérais pas en danger parce que moi, une attitude que je fais beaucoup, puis comme je le disais tout à l'heure, j'agis des fois comme en touriste puis en nono. Là, fait que si je prends une photo puis on commence à me poser des questions, ça m'est arrivé quelques fois, je fais juste comme je ne savais pas, je fais ting boudong, ça veut dire je ne comprends pas, puis je m'en vais. Puis, fait que quand j'ai pris la photo des policiers, il y en avait un là, qui me regardait et qui n'avait pas l'air trop de bonne humeur, mais je me suis sauvé dans le fond du bateau. C'était comme un bateau de touristes pour traverser un lac. Là. Fait que, j'ai fait l'innocent puis je suis allé dans le fond, puis on oublie ça. C'est bon. Là, je m'en vais plus vers ma photo de rue ou ma photo là, dans la vie de tous les jours. Rapidement, la photo de gauche, ça, c'est dans un théâtre, un grand théâtre chinois. J'ai été voir un spectacle. Je n'ai pas pu m'empêcher pendant le spectacle là, de retourner ma caméra vers les spectateurs pour voir leur réaction puis ce qui se passait. Et la photo de droite, ça, c'est au jour de l'an chinois. Puis au jour de l'an chinois, je vous dis, ils font péter énormément de feux d'artifice. C'est interdit à Beijing présentement à cause des incendies, mais moi, j'habite à l'extérieur de Beijing, fait que ça dure toute la nuit. Hein. Toute la nuit, ça n'arrête pas. C'est le bombardement incessant de feux d'artifice partout. Fait que moi, j'ai passé ma nuit là, à photographier là, des. Puis, en tout cas, là, je peux vous dire que quand ils ont fait péter ce feu-là, ça a mal été, là, parce que je pense que le gars, il a lancé l'allumette dans la caisse, puis tout s'est mis à exploser. Puis moi aussi, là, j'ai eu peur, là, je me suis reculé après, là, parce que ça, ça pétait. Ça explique l'aspect très spectaculaire de l'image. Là. Ah ouais, mais c'est spectaculaire quand tu vois ça, quand tu es ici, puis tu vois ça. Puis même moi, de notre condo ici, où est-ce qu'on habite, on est au 9e étage. Tu vois la campagne, puis ça illumine partout. Là. Ça n'arrête pas pendant toute la nuit. C'est quelque chose d'incroyable à voir une fois dans ta vie. Là, tu ne peux même pas imaginer. Les feux d'artifice de la ronde, c'est un pet là, comparé à ça. Là, je rentre vraiment dans ma photo de rue. Puis ça, c'est vraiment mon quartier ici, là, quand je m'en vais me promener autour. Comme vous voyez, c'est un peu un petit village. Je peux photographier les gens, il n'y a aucun problème. À gauche, là, c'est vraiment la vie de tous les jours où le monde se rassemble et il joue aux échecs chinois, là, au mahjong. Là.
Un mahjong. Je connais pas, mais il y en a deux, là. Il y a les échecs chinois puis il y a le mahjong on dirait que ça se ressemble, mais moi, je ne connais pas trop la différence, là. Mais c'est des trucs que tu vois régulièrement. Puis, tu vois, moi, je peux me promener, puis comme le mec de droite, lui, il fait un barbecue là, en dehors de son petit resto, je ne sais pas trop quoi. Puis, c'est très facile là, de photographier les gens comme ça. Ou de trouver un mec qui joue son violon chinois comme ça là, au coin de la rue. Puis, est-ce que je peux prendre une photo, puis il sourit tout de suite là, pour prendre la photo? Fait que j'aime beaucoup. Puis là, comme je vous dis, les enfants, vous voyez, ça, c'était comme genre la journée de l'école autour. Puis sans problème, moi, j'étais là, je prenais des photos puis de la vie tous les jours, puis tout ça. Puis les parents me remerciaient, puis ils étaient contents. Puis, François, j'ai quelques questions. Quand tu fais des images comme celle-là, parce que là, on parle de photographie d'enfants, est-ce que tu demandes préalablement la permission avant de le faire? Non. Est-ce que les gens te demandent d'avoir les photographies par après? Non. Rien du tout. Moi, je me promène, je fais les photos. Si le parent me voit, il va me sourire, puis moi, je fais comme, c'est une bonne photo, puis il va sourire, puis des fois, souvent, ils me disent « thank you ». Ça se fait naturellement. Oui, ouais. Puis ça m'est arrivé quelques fois qu'ils m'ont demandé les photos. Fait que ici, on le sait peut-être, tout le monde a un téléphone cellulaire, tout le monde a le logiciel WeChat. Fait que c'est assez facile pour moi de leur envoyer les photos par WeChat après. OK. Ça m'arrive souvent des fois que je prends la photo de quelqu'un puis ils demandent, les autres ils appellent ça WeSee, c'est comme ça s'appelle, puis ils demandent, fait que je me connecte avec eux. Je mets une note parce que je ne me rappelle pas nécessairement c'est qui la personne. Fait que je me mets une note, je ne sais pas moi, la madame sur le pont que j'ai pris la photo. Là, je me mets une petite note. Puis quand j'arrive le soir puis j'exporte mes photos, je me rappelle. Puis là, je lui envoie. Puis that's it. Là, pour moi, c'est un peu ma politesse puis montrer que je suis un photographe correct. Puis avec la technologie, c'est assez facile de le faire. Ton travail sur la rue est majoritairement numérique à ce moment-là? Ça, j'y allais, j'allais t'en parler, là, mais majoritairement numérique. Maintenant, avec les caméras qu'on travaille, là, ma R5 ou ma Olympus, tu peux transférer en 5 minutes là, sur ton téléphone. Fait que des fois, c'est ce que je fais, je le transfère tout de suite sur mon téléphone, puis là, je vais l'envoyer à la personne. Ou si je n'ai pas le temps, si je suis un peu plus occupé, je vais le renvoyer plus tard. Puis si je fais une photo, je vais me prendre une note aussi, puis je vais le renvoyer plus tard, là, une fois que le film va être développé. Là, si je prends une photo argentique. Là. Mais je peux te dire, Daniel, de plus en plus, dernièrement, je commence à faire de plus en plus ma photo de rue en argentique. C'est un changement là, de... On peut te demander pourquoi? C'est une question que j'adore toujours poser parce que les motivations peuvent varier beaucoup d'un photographe à l'autre. Oui, mais tu sais, quand je t'en avais parlé un peu l'année dernière, moi, j'aime beaucoup toutes les formes de photographie avec n'importe quel appareil disponible, que ce soit film, iPhone, un drone, n'importe quoi. Tu sais. Mais moi, en photographie numérique, j'arrive pas mal à faire ce que je veux comme photographie, tu sais, techniquement. Pour moi, même si la photographie argentique, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis très jeune et que j'ai fait presque toute ma vie, j'ai toujours l'impression que c'est une forme d'art que je n'ai pas encore le contrôle complet dessus. Je suis toujours en train d'apprendre avec la photographie argentique. Il me semble qu'il y a tout le temps place à amélioration. Puis aussi, j'aime le côté, évidemment, plus artistique, plus... puis surtout aussi le côté de la surprise, de prendre la photo, de laisser le film 1 ou 2 semaines sur mon bureau, d'aller le faire développer, puis là, de redécouvrir le moment où j'ai pris la photo. Tu sais. Puis on ne se tente pas non plus. C'est comme, la fois, je parlais de ça avec un collègue de travail, puis je suis rendu au-delà de 700 développements à date de films, puis même après ces 700 développements de films-là, tu as toujours le thrill que quand tu sors ta pellicule de ta cuve de développement, tu as toujours le thrill de voir pour la première fois tes images négatives sur
sur ton négatif, c'est un thrill qui est irremplaçable, honnêtement. C'est Absolument. Puis c'est un challenge, tu sais, c'est un challenge. Puis, tu vois, moi, je me suis promené beaucoup dans Beijing avec ma caméra numérique, tous les jours presque. Là, je fais de la photo, mais là, je commence peut-être à me tanner ou je ne sais pas trop. Fait que là, mon prochain défi, c'est d'aller faire des photos en 4x5. Là, tu sais. Là, Ouais. C'est l'aspect du défi, François, qui t'intéresse en ce sens-là. Parce que Ouais. tu disais tantôt dans ton propos, tu as nommé plus artistique. Est-ce que tu considères que la photographie argentique est plus artistique que la photographie numérique? Non, pas nécessairement, non. Okay. Non, je ne pourrais pas dire ça. Mais sauf que pour toi, ça représente un défi supplémentaire Ouais. d'arriver à avoir le résultat que tu veux en photographie. Exactement. Dans ma vision de photographe, là, ouais. Ça revient un peu à l'essentiel. Là, je continue un peu avec des photos de rue. Là, encore, tu peux voir, là, comme moi, quand j'ai photographié cette petite fille-là, le parent m'a remercié. Puis j'ai envoyé la photo d'ailleurs parce qu'elle trouvait jolie. Puis à droite, ben, ça, c'est des affaires un peu weirdo là, quand tu te promènes à Beijing. Tu as tout le temps des situations que tu vois un petit peu drôles. J'adore celle de gauche. Là, ici, là, la madame qui dort dans ouais, ben. excellent. Tu te promènes, tu as des boutiques. Moi, je regarde tout le temps dans les fonds de boutique ce qui se passe. Là. Fait que des fois, tu as tout le temps des drôles de scènes. Là, mais j'ai une série, je pense que je l'ai un petit peu plus loin. Là. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve souvent des gens qui dorment, là, qui dorment sur la job. Fait que, ouais, là, je rentre un peu. Tu vois, j'essaie de faire des thèmes aussi. J'aime beaucoup photographier des gens en vélo ou en moto ou des trucs comme ça. La madame de droite, elle a de l'air un peu badass qu'on la voit sur la photo, mais après que j'ai pris la photo, elle me sourit, puis j'ai montré la photo, puis elle a trouvé ça drôle. Là, elle n'était pas fâchée, là, mais. Fait que. J'aime beaucoup photographier en noir et blanc. Oui, même si on a vu plusieurs images couleurs, on peut te demander pourquoi? Bien, moi, comme je l'explique à mes élèves, puis je pense que tu es d'accord avec moi, Daniel, la couleur, ça fait partie de ta composition, là, évidemment. Fait que moi, si la couleur apporte un message ou fait partie de la photo, comme photographe, si l'élément couleur apporte un plus à ta photo, évidemment, je vais la mettre en couleur. Mais par défaut, souvent sur ma caméra, je suis en noir et blanc. Évidemment, je photographie en RAW, fait que je peux aller chercher l'information couleur en post-production. Mais par défaut, j'aime beaucoup photographier en noir et blanc quand je fais ma photographie de rue. Sauf, évidemment, si j'arrive dans un endroit où il y a beaucoup de couleurs, comme dans un marché de fleurs ou un marché de fruits ou des trucs comme ça, là, je switch en couleur. Moi, je suis assez, comment on dirait, lousse là, par rapport à ma photographie. Là. Je ne suis pas quelqu'un qui moi, je photographie juste en noir et blanc ou juste en couleur. Là. Je vais vraiment avec. C'est pas une approche dédiée, François. Je vais vraiment avec le feeling. Tu disais tantôt d'entrée de jeu que tu aimais soit la photographie argentique, tu aimes le grand format argentique, tu photographies avec un appareil portable, un cellulaire. Tu es intéressé par tous les formats. Finalement, tu aimes la photographie au sens très large. Ah oui, puis moi, ce que j'aime ici, c'est que ça me permet justement d'explorer pas mal tous les genres. Là, je peux faire pas mal ce que je veux. Si je me lève un matin et je vais aller faire voler mon drone, je m'en vais dans le champ en arrière, puis je le fais, puis je m'amuse. Puis je peux aller. Ces gens-là qu'on voit sur les photographies que tu nous présentes présentement, François, ce sont des gens qui ont réalisé que tu les photographiais, mais dans le cas de l'homme avec la cage d'oiseau, c'est clair que oui. Mais, tu vois, l'homme à la cage d'oiseau, ça, c'est vraiment un exemple là, de bonhomme là, que je peux photographier, puis je prends photo, puis il n'y a même pas de l'air à comprendre ou savoir ou ce que je fais. C'est drôle, je suis là même, je prends une photo, il me regarde, puis il ne dit rien. Il ne dit rien pantoute, puis il continue à fumer sa cigarette, puis moi, je continue à marcher, puis c'est comme... Puis vous n'avez pas de contact après la photographie? Pas en tout. Moi, lui, j'ai photographié, j'ai fait comme merci, puis il m'a regardé comme c'est quoi cette affaire-là, ou d'où est-ce qu'il vient, ou je ne sais pas trop, là, puis j'ai continué, puis pourtant, tu sais,
c'est génial là, de se promener dans la rue et de voir un bonhomme habillé comme ça, en train de fumer sa cigarette avec son oiseau en avant. Là, tu sais, tu sais, c'est des genres de trucs. Moi, il y a un jour, ma fille, elle m'a demandé, Papa, tu peux-tu me décrire en une phrase la ville de Beijing? Tu sais? J'ai dit, mais c'est pas compliqué, c'est la ville du what the fuck. Tu sais? Tu te promènes, tu te promènes dans la rue, puis tu tournes un coin de rue, puis tu vois quelque chose, puis c'est quoi ça? Tu sais? Puis tu photographies, puis c'est ça qui est extraordinaire en Chine. C'est ça qui est merveilleux ici, c'est que tu vois des trucs des fois que tu vois nulle part ailleurs. Pour un Chinois, c'est quelque chose de normal. Tu sais, moi, quand j'étais avec ma copine, puis je me promène, puis je dis, ah, c'est quoi ça? Puis elle dit, ben c'est normal, là, c'est un monsieur avec un oiseau, tu sais, puis... Mais pour toi, c'est comme étranger, ou des fois, tu vois des choses, tu sais, avec ton œil nouveau, là, ça te permet là, de voir des trucs que tu ne vois pas ailleurs. C'est l'œil un peu de la personne qui découvre à ce moment-là. Je ne dirais pas l'œil touristique parce que ton approche photographique n'a rien de touristique comme tel, mais on sent quand même que l'œil de la personne qui découvre un monde qui est différent de celui dans lequel il a grandi. Exactement. Je vois le temps qui passe, fait que je vais peut-être accélérer un petit peu parce que je me rends compte que j'en ai un paquet, là, puis il y a peut-être d'autres photos que je voudrais montrer, mais tu sais, c'est des trucs. Regarde la photo de gauche là, rapidement. Tu sais, tu te promènes, puis tu sais, je vois. Attends un peu, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans la salle. On va te faire rentrer. Faut que je m'occupe de la technique en même temps. Tu sais, tu te promènes à Beijing et tu vois ça, un Jimi Hendrix comme peinturé quelque part. Tu sais, tu te demandes, ça sort d'où cette affaire-là? Tu sais, qui est venu faire un Jimi Hendrix ici? Tu sais? Puis, ce qui est le fun aussi à Beijing, c'est que des fois, tu te retrouves quasiment à la campagne dans la ville. Tu sais. Ouais. Tu vois, le monsieur avec les moutons, ça, c'est dans la cour d'en arrière où est-ce que j'habite. Là, tu sais. Lui, il habite dans un village pas loin. Dans l'arrière-pays, pour autant, par contre. Puis lui, quand je l'ai photographié, là, il ne s'est même pas préoccupé de moi du tout, Là, tu sais. J'étais autour de lui pendant 10 minutes, je faisais des photos, lui, il checkait ses moutons. Tu sais. C'était ça sa préoccupation. Puis, ça, il était vraiment indifférent à ta présence. ouais. Fait que là, ben, je passe un peu, je vais passer vite les photos, mais j'aimerais comme en montrer quelques-unes. Là, juste vous montrer. Ah oui, ça rapidement, j'aime beaucoup prendre les jeunes, la jeunesse chinoise pour montrer un peu aux gens là, qui ne sont pas tous habillés en col Mao puis ils ne marchent pas toutes les fesses serrées, comme on dit. Là. Les jeunes en Chine sont. C'est comme des ados, comme n'importe où sur la planète. Ils ont leur style, ils ont leur musique. On peut voir comment ils s'habillent. Tu as tous les genres puis tout. Fait que moi, souvent, quand je vois un couple comme ça de jeunes qui se promènent dans la rue, je les arrête et je dis est-ce que je peux prendre une photo? Puis 99,9% du temps, ils acceptent puis ils se font prendre en photo. C'était ma prochaine question, tu l'as devancée. Est-ce que tu essuies parfois des refus? Mais te connaissant un peu, je sais très bien que c'est assez rare que les gens te disent non. Oui, puis surtout les jeunes comme ça, là, ils sont gentils puis ils aiment ça, là, se faire prendre en photo, puis que ce soit n'importe qui. Là. Moi, dès que j'ai l'occasion de pouvoir photographier des gens comme ça, j'ai comme toute une série là, de personnes comme ça que je peux photographier. Les deux filles à gauche, là, ça fait tellement. Je les trouve tellement mignonnes dans leur uniforme. Il y a de l'eau dans la cave, en tout cas dans celle de droite. Oui, mais elle est super fière de son travail et de son uniforme. Puis, ça, c'était dans un petit village, dans une halte routière. Puis, je suis rentré pour aller à la salle de bain. Puis, quand je suis sorti, ils étaient tous les deux là. Puis, ils me demandaient est-ce qu'on peut t'aider on peut-tu faire quelque chose J'ai dit ben oui, je vais prendre une photo de vous. Puis, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, où les deux filles à gauche qu'on voit, ça, c'est dans. Tu vois ça près de la cité interdite, là, ils aiment beaucoup les jeunes s'habiller à d'époque pour aller faire des photos. Fait que c'est très facile là, de les arrêter et de demander est-ce que je peux prendre une photo de vous comme ça. C'est assez simple. Rapidement, je vais vous montrer une série de photos que j'ai prises des jeunes qui dansent du breakdance. Puis je vais vous raconter l'histoire un petit peu rapidement. Il était 4 heures du matin, je ne dormais pas. Je me suis dit, je vais aller faire des photos de rue pendant la nuit.
Beijing est super sécuritaire la nuit. Là. Je vous le dis, là, tu peux facilement te promener dans une ruelle puis voir une femme tout seule se promener sans avoir peur. Là, il y a des caméras partout, il y a de la police partout. C'est une ville très sécuritaire. Donc, je suis allé me promener à 4 heures du matin, puis j'ai rencontré ces jeunes-là qui faisaient du breakdance dans la rue. J'ai commencé à faire des photos. J'avais un flash aussi. Puis j'ai envoyé la photo, là, la photo de gauche, j'ai envoyé à ma maman, puis je lui ai dit voilà ce que je fais à 4 heures du matin à Beijing. Puis ma pauvre maman m'a répondu mon Dieu, j'ai peur, tu te tiens avec des gangs de rue. Mais regarde, c'est quatre jeunes hommes très, 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 très gentils. Puis là, les photos suivantes, ben, je me promenais un soir puis je vois des motards à Beijing. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu, là, des motards avec des patchs en arrière. Tu sais. Fait que j'ai commencé à prendre des photos, puis j'ai commencé à parler à un des motards, puis je lui ai dit êtes-vous une gang de motards ou quelque chose? Puis je leur ai dit au Québec, tu sais, les motards patchés, là, je pense qu'ils n'ont même pas le droit de se promener avec leur patch maintenant. Là, c'est comme. Êtes-vous dans le crime organisé? Puis le gars m'a répondu non, 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 nous, on est des professionnels. Lui, il est docteur, lui, il est avocat. Puis on s'achète des motos, puis on se promène, puis on se met on s'habille comme ça. Fait que c'est vraiment là. C'est un autre monde. J'ai passé la soirée avec eux, ils m'ont payé de la bière toute la soirée, puis j'ai pris des photos. Fait que ça donne un peu là, le genre de choses qui arrivent. Moi, à chaque fois que je vois des Mao, je les photographie. Fait que, à chaque fois que je vois Mao Tse-tung. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours très présent? Non, il disparaît de plus en plus. Au niveau de j'essaie de les photographier. Ouais. Mao disparaît de plus en plus de l'espace public. Fait qu'à chaque fois que je vois des photos de Mao dans des restaurants ou des endroits, je les photographie, mais de moins en moins, là, on le voit. Là, dans un dessin très documentaire. Oui, exactement. Ouais. Excuse, Daniel. Il y a Luc qui demande s'il y a des endroits que tu évites, genre dans la région, s'il y a des endroits qui sont comme moins sécuritaires ou de façon générale. Sécuritaire, non. Moi, je n'ai jamais eu de. Il n'y a pas d'endroit pas sécuritaire ici. Moi, je peux vous dire, je suis allé dans beaucoup de sections de Beijing. Il n'y a pas de quartier malfamé à Beijing. Là, Okay. Il n'y a pas vraiment ça. Là. Même les quartiers plus pauvres, tu ne sens pas de danger. Tu vois que c'est juste des gens qui sont moins fortunés. Là, mais il n'y a pas de Harlem à Beijing ou quoi que ce soit. Non. Il n'y a pas de Harlem, vraiment. Là. Il n'y a pas de région dangereuse. Moi, je peux te dire peut-être les sections où j'ai le plus peur, c'est peut-être les sections où est-ce qu'il y a le plus de sécurité, justement. Là, ouais. Quand tu te promènes près de la place Tiananmen, écoute, il y a tellement de police, puis il y a tellement de undercover, là, des bonhommes avec des écouteurs, puis tout. Là, il y en a à tous les 10 mètres là, quand tu te promènes dans ce coin-là. C'est pas le peuple en général qui est intimidant. Non, vraiment pas. C'est peut-être davantage l'autorité. Vraiment pas. Puis moi, j'ai aucun problème à aller me promener à 3-4 heures du matin dans les rues, que ça soit n'importe où, dans un village. Il n'y a vraiment pas de problème. Puis moi, je peux vous dire, même dans le métro, là, dans le métro qui est bondé de monde, j'ai rarement vu des épisodes d'agressivité ou des trucs comme ça. Tout le monde se comporte assez bien, puis sont courtois, puis malgré tout. Ça, c'est une série, là, je vois le temps qui passe. On pourrait peut-être faire un 2 heures si ça vous tente. Série d'ouvriers que j'ai pris là, parce qu'on sait qu'il y a les Jeux olympiques qui viennent à Beijing. Là, fait que j'ai fait une petite série là, des ouvriers qui travaillent sur les champs, là, sur les différents sites olympiques. Là, ça, là, les photos que je montre, c'est un peu des photos de reportage que j'ai faites. Peut-être que je sors un petit peu de la photographie de rue. Là, tu m'excuseras, Daniel, là, mais j'ai fait beaucoup de photos de reportage. Comme ça, c'est un reportage que j'ai fait sur un camp d'entraînement pour les jeunes athlètes chinois là, qui veulent faire de la photographie du patinage de vitesse. Puis ça, c'est des reportages qui ont été pris dans des magazines chinois, là, qui ont été publiés dans des magazines chinois. Fait que, c'est intéressant.
tout ce qui est culturel, là, l'arrière-scène là, dans les théâtres chinois, j'ai eu accès. Fait que ça m'a permis de faire certains reportages, là. Mais ça demeure photographier le peuple chinois quand même, ce qui est un peu le thème aussi Ah oui, absolument. Ouais. de notre émission comme telle. Puis c'est ce que tu as fait de différentes façons. C'était pas seulement la rue, c'était parfois des assignations beaucoup plus officielles. C'est très, très large ce que tu as fait. De toute façon, tu es un photographe qui est assez, disons, qui a Multidisciplinaire. beaucoup de pinceaux. Ouais. Dans son coffre d'outils, tu as plusieurs approches. Et Ben, ça permet, fond, ouais, la vie. oui, mais ce que j'aime, ça permet de montrer des aspects de la vie qu'on ne connaît pas ici. Puis là, je regarde ces deux photos-là, ça, c'est à l'école, ils apprennent à souder, puis ils sont vraiment sérieux. Puis un truc que j'ai remarqué beaucoup à l'école, c'est l'égalité entre les garçons et les filles. Je veux dire, les cours de soudure, là, tu vois, tu as des jeunes filles là, qui en font autant que les gars. Moi, j'ai vu un cours là, de robotique, ce n'est pas des blagues, mon vieux, là. Des jeunes de 12 ans qui étaient en train de programmer des robots. Là. Ça fait peur quasiment quand tu vois les écoles en Amérique, et tu vois des jeunes de 12-14 ans qui sont en train de programmer des robots. Puis c'est la fille qui est la chef de projet qui est en train de donner des ordres aux petits garçons. Mais là, fais ça, fais ça, fais ça. J'ai une vidéo sur mon YouTube, c'était incroyable là, quand je voyais ça. Puis pour moi, ça me. Moi, j'ai enseigné dans une école chinoise, j'ai enseigné de la photographie. Je n'en revenais pas la discipline des élèves chinois, le respect des professeurs. C'est complètement différent de ce que j'ai vu dans les écoles québécoises. Là, fait que, on est mieux de se tenir. C'est quelque chose que je trouve fascinant ici. Ça, C'est pas de le dire, c'est un autre monde. Ouais. Ouais. Ça, c'est une école d'opéra chinois pour les jeunes qui apprennent à faire de l'opéra chinois. C'est un petit reportage là, que j'ai fait. C'est un reportage que j'ai beaucoup aimé faire d'ailleurs, de montrer comment ils se maquillent et tout ça. Je les passe assez vite là, parce que j'en ai un paquet, là, mais moi, je veux dire, les sujets ici que tu peux aborder, c'est interminable. Là, c'est interminable. Puis, tu vois, là j'étais à Beijing, puis là, je montre des photos quand je sors un peu là, de la Chine dans les campagnes. Puis dans les campagnes, évidemment, ils voient beaucoup moins d'étrangers. Des fois, ils n'en voient presque pas. Je peux vous dire, moi, quand je suis allé dans le village de ma copine, son père, il me l'a dit, il dit, c'était le premier étranger que je vois depuis 1976, quand il y a eu un Russe qui est venu pour nous conseiller comment faire nos champs d'irrigation. Fait que, tu sais, ça montre un peu. Ça, c'est des femmes Yao dans des villages Yao. Fait que pour moi, tu sais, est-ce de la photographie de rue? Est-ce de la photographie de voyage? Je ne sais pas trop. Tu sais. Pour moi, mon approche est semblable, là, quelque part. Là, tu sais. Bien, je pense, François, que ça demeure une photographie de l'espace public. Puis, c'est ce qu'on nommait un peu déjà dans le passé. Photographier l'espace public, ce n'est pas fatalement photographier la rue, mais c'est photographier un peu tout ce qu'il y a de public, tout ce qu'on peut voir quand on est à l'extérieur. Ouais. Je pense que c'est ça que tu as fait en Chine, comme tel, à date. Ouais. Puis je sais que tu es un photographe extrêmement prolifique. Tu aurais des photographies à nous montrer encore et encore pendant au moins 1 heure, comme tu dis. Puis ça, ce serait en synthétisant énormément les choses. Mais c'est très intéressant de voir quelle est l'approche. Oui, bien. Comment on peut photographier ce monde-là. Puis je considère que ça nous amène à réfléchir un peu sur notre réalité, nous aussi, comme photographes occidentaux, puis sur nos appréhensions, puis sur les craintes qu'on en est venu à développer à photographier l'espace public. Bien, tu vois, moi, je te l'ai déjà dit, hein, Daniel. Moi, une des raisons, dans mes raisons pourquoi j'ai déménagé ici, c'était la facilité que j'avais ici à faire mon art et ma photographie. Tu sais. Quelque chose que j'ai pas au Québec. Tu sais, quand je suis retourné l'année dernière, puis même quand je faisais de la photo, tu sais, je me sentais tout le temps comme qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu fais des photos. Puis
là-bas, pour moi, tu sais, regarde, là, je suis dans des régions, tu sais, ça, c'est des villages, je ne suis pas en ville du tout, tu sais, c'est des gens qui ne sont pas habitués à voir des étrangers. Tu sais, quand ils me voient, c'est comme si j'étais Monsieur Spock qui vient de se téléporter dans le village, là, tu sais. Je me promène tout seul dans le village, puis il voit arriver un étranger avec un appareil photo, puis il se demande comme qu'est-ce que tu fais là, tu sais. Puis pour moi, c'est vraiment simple de juste prendre l'appareil, puis je peux-tu prendre une photo? Tu vois, le gars de droite, lui, il était là sur le bord du lac, je ne sais pas ce qu'il faisait. Puis je peux-tu prendre une photo? Puis ouais, vas-y, tu sais. Puis la vie continue. Puis là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ces photos-là. Là, ça fait partie de nos présentations, mais ça montre là, un peu, le genre de truc que je fais. Puis, juste pour conclure, Daniel, tu me posais, excuse-moi, là, tu me posais des questions sur la photo argentique. Mais là, j'ai quelques photos argentiques là, que j'ai mis à droite, là, à partir de la droite. Parce que la gauche, c'est une photo de drone, là, fait que c'est un peu difficile de mettre un assemblage sur un drone. Un petit peu lourd. C'est le fun, par exemple. Ouais, ben là, ils ont fait un deal avec DJI. Là, ils ont des belles caméras, là, mais tu vois, ça c'est tout, à partir de maintenant, c'est pas mal tous des photos argentiques là, que j'ai faites là-bas. Là, tu sais. Ouais. Fait que j'ai une facilité aussi avec la photo argentique. On me demande est-ce que c'est facile de trouver des films en Chine? Oui, c'est super facile. Tu peux les commander en ligne sur Taobao. Il y a un magasin à Beijing qui vend toutes sortes de films. Je t'en ai parlé, là, Gaëtan, la semaine dernière, là, où il y a deux Ouais, semaines, là, j'ai trouvé des films weirdo, là, comme, je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler de ça, le Uncle Film, tu sais. Puis un là, film de mon oncle. j'ai le Nicoco Film. Fait que des marques que je n'ai jamais comme vraiment entendu parler. Fait que j'achète, puis on va essayer ça, tu sais. Tu J'ai t'amuses, tu demandé- vas le faire. Est-ce qu'on peut, François, espérer éventuellement une exposition de François Nadeau à Montréal sur son travail en Chine? ben, j'en avais fait une il y a quelques années, tu te rappelles, Daniel? Oui, mais on en espère une nouvelle peut-être, Ouais, compte tenu que le corpus photographique a évolué beaucoup au cours des dernières années. ouais, Et ben, que ce que c'est j'aimerais, assez politique. ouais, en fait, comme je te disais, en ce moment, je suis un peu dans une période de questionnement au niveau photographique. Là. Je continue d'en faire à tous les jours. J'ai une exposition en ce moment en Chine, là, une exposition errante qu'on appelle, là, qui a été présentée dans quelques cafés puis qui se promène un peu sur la photographie de rue à Beijing. J'ai aussi un paquet de photos ici imprimées dans le coin là, que je ne sais pas trop quoi faire avec, que je voudrais faire imprimer, mais je suis en train de penser là, vraiment à mon prochain projet, là, qu'est-ce que ça va être. Là. Peut-être que je vais publier un livre sur Blurb, sur mes photographies de rue à Beijing là, que j'ai faites avec l'exposition. Tu sais. Mais ma prochaine série, où est-ce que j'aimerais aller pour ma prochaine exposition, c'est vraiment là, peut-être quelque chose en argentique, là, du 4x5 là, que j'aimerais faire. Là, tu sais. Ouais. Tu sais, faire les Ouais, donc, photos, les la développer, direction. les faire printer sur du vrai beau papier, machin. Là, puis, Oui, fait que ce serait un peu ça. ouais, ouais. François, merci beaucoup pour ta Ouais, présentation. Ouais, ouais, merci, François. ça Une passe vite. heure passe assez rapidement. Ouais. On, Je on te m'excuse, hein, je remercie ne papote tellement. beaucoup. Moi, j'aime ça parler. Là. Est-ce que moi, on t'aurait pris une heure de plus, votre troupe? C'est pour ça qu'on l'arrête, mais on te réinvitera, même si tu es quand même assez souvent présent, souvent dans la peau pas tant du photographe ou de l'invité, mais beaucoup dans la peau de celui qui s'occupe de toute la technique des jeudis de la photographie. Ce que tu as fait d'ailleurs en même temps ce soir, compte tenu que Gaétan et moi, on est un petit peu moins bons dans le domaine. Alors, François, un grand merci pour la présentation. J'aimerais juste dire un truc. Je sais qu'en ce moment, tu sais, Attends, je n'ai pas évidemment, fini de parler, tu vas parler après. Non, non, mais... non, ouais, ouais. Juste te dire que je suis certain que ça donne envie à bien des gens qui photographient l'espace public d'aller faire une petite virée en Chine. À Ouais, toi ben, la parole, parce que c'est toi qui as le mot de la fin. Non, non, je n'ai pas le mot de la fin, mais je voulais juste dire, c'est dommage parce qu'il y a la COVID en ce moment, parce que moi, là, si je peux inviter le monde à venir à un endroit, c'est vraiment de venir visiter ici, faire de la photo,
Moi, je donne des ateliers de photographie ici. C'est un des trucs que je fais avec beaucoup de... Il y a beaucoup d'étrangers quand même à Beijing, hein, parce que Beijing, c'est une ville diplomatique. C'est une ville avec beaucoup d'ambassades. Je fais beaucoup d'ateliers de photos avec des gens de toutes sortes de pays. J'ai des groupes, là, j'ai un Allemand, un Australien, un Nigérien. C'est vraiment drôle. C'est les Nations unies. Là. Mais avant la COVID, j'avais quelques photographes québécois qui venaient en Chine et qui prenaient contact avec moi pour que je les emmène dans les bons endroits de Beijing à photographier, parce qu'on ne sait pas vraiment c'est où les bons endroits, par exemple les bons hutongs ou les bons les endroits cool pour faire de la photo de nuit peut-être. Moi, je connais ces endroits-là maintenant. J'ai hâte que la vie redevienne un peu normale pour que des gens puissent venir et que je puisse les emmener dans des endroits cool là, pour photographier. Ben, Tout cela est bien normal. Tout le monde, contactez votre agence de voyage et bouclez un voyage en Chine. Alors, merci tout le monde pour la soirée. Merci pour votre le prochain invité, Daniel? Les prochains, on va vous annoncer ça en ligne, compte tenu que la prochaine fois, on va avoir 2 invités. On varie un peu la formule d'un mois à l'autre afin de mettre ça un peu plus, c'est ça, varié au fond, puis avoir des petits éléments de surprise. Et compte tenu que la 2e invitée n'est pas encore au courant qu'elle est invitée, on va... OK, bon, voilà. on fait alors, ça. Ça devrait sortir d'ici une semaine. On va vous envoyer l'information. Je peux juste vous dire que le thème à la base va être la passion de la photographie. Donc, 2 invités très passionnés par la photographie. Excellent. Ben, merci beaucoup. Puis, Gaëtan, as-tu un mot de la fin? Ben, le même mot qu'à chaque mois. Ben, tout se passe sur le Facebook des Jeudis de la photographie. Donc, soyez à l'affût justement des annonces futures et tout. Donc, à très bientôt. Merci beaucoup. Puis, au mois prochain. Yes. OK, cool. Merci pour ce soir. Ouais. OK. Bye.